cette table ronde va traiter donc de la reconfiguration des territoires. Vous avez tous entendu parler des fusions des régions, par exemple, hein, puisque Rhône-Alpes se rapproche de la région Auvergne, ou la région Auvergne se rapproche de Rhône-Alpes, tout dépend des points de vue qu'on retient. Et donc, ça pose d'énormes questions pour le management public à l'échelle territoriale. Et donc là, on va avoir 4 interventions. Une première intervention qui sera faite donc par Émilie Marcovici, qui est une publiciste de l'Université de Lyon 3, donc qui fera un petit peu le point sur ce qui se fait sur la situation juridique actuelle. Une intervention donc de M. Benoît Quignon, qui est le directeur général à la fois du Grand Lyon et de la ville de Lyon, mais c'est une entité qui n'en fait plus qu'une maintenant. Une intervention donc de Alan Rosenbaum qui vient des États-Unis. Donc Alan Rosenbaum, comme le disait Pierre-Charles tout à l'heure, a été président de l'association de l'ASPA, qui est l'American Society for Public Administration. Et donc il va développer un point de vue dans ce domaine-là. Donc, Alan Rosenbaum fera son intervention en anglais. You will be speaking in English. And we are very happy pleased to welcome here in Lyon. And I think it will be very interesting to have an international point of view about decentralization. Voilà. Et on donnera la parole in fine à M. July, qui va mettre un peu tout ça en perspective, surtout que M. July a écrit un ouvrage récemment. Pour en finir, il a quand même mis prudemment entre parenthèses le mot vraiment, pour en finir vraiment avec le millefeuille territorial. Hein? Ah, c'est une volonté. Donc, vous voyez, comme quoi je l'interprète maladroitement, et ce sera l'occasion de remettre un petit peu les choses d'aplomb. Donc voilà, je donne tout de suite la parole. Alors l'idée, c'est que nos 4 intervenants fassent leur intervention les unes après les autres, et puis après qu'on ait un échange avec la salle, sachant que sur le timing, eh bien, on a déjà 20 minutes de retard. Voilà. Très bien. Alors c'est comme vous voulez, vous pouvez parler de là, ou aller au pupitre si vous êtes plus à l'aise au pupitre. Hein, vous pouvez aller au pupitre si vous le souhaitez, sans problème. Bon, je tenais tout d'abord à remercier les organisateurs pour me laisser vous présenter cet acte 3 de la décentralisation, mais d'un point de vue plus juridique. Donc, à la suite de l'alternance de 2012, une nouvelle politique de réforme de l'État a été mise en place, donc la modernisation de l'action publique, la MAP, qui succède à la révision générale des politiques publiques qui a été initiée en 2007. C'est donc dans ce contexte que les pouvoirs publics ont souhaité véritablement consacrer cet acte 3 de la décentralisation qui succède à l'acte 1 qui avait été entrepris à partir de 1982 et à l'acte 2 donc, qui a été entrepris à partir de 2003, qui a ensuite été suivi par la loi du 16 décembre 2010, loi de réforme des collectivités territoriales. Donc quel est le contexte actuel ? Cette réforme intervient dans un certain environnement, un environnement qui va être marqué par une certaine concurrence européenne entre les différentes entités territoriales, un contexte également, donc un contexte budgétaire tendu qu'il faudra évidemment prendre en compte pour comprendre cette évolution, et une évolution des territoires français marquée par une urbanisation croissante, ce qui implique alors de définir de nouveaux équilibres territoriaux. Mais l'élaboration de ce nouvel acte de la décentralisation ne s'est pas faite sans difficulté. En effet, il était initialement prévu d'adopter, avant l'été 2013, une grande loi de décentralisation et de réforme de l'action publique. Mais le gouvernement, craignant que cette loi ne puisse être adoptée, a finalement fait le choix de découper en 3 projets de loi ce premier texte initial. Le gouvernement a en effet anticipé certaines critiques et a dû finalement procéder à certains arbitrages entre des intérêts contradictoires. Faut-il privilégier l'urbain par rapport aux territoires ruraux ? Faut-il privilégier les régions par rapport aux départements ? Faut-il privilégier les communautés urbaines ou les métropoles ? Donc il fallait véritablement anticiper et faire certains choix avant d'adopter ces différents textes. Donc comme je vous le disais, ce projet initial a été découpé en 3 projets.
Donc ce premier projet a donné lieu à la loi du 27 janvier 2014, la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite loi MAPTAM ou loi MAPAM. Donc, comme son intitulé l'indique, ce premier texte vient réformer le statut juridique des métropoles, mais ce n'était pas son seul objet, puisque cette loi a également eu pour objet de rétablir la clause générale de compétence des départements et des régions. Deuxième texte ensuite. La loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. Donc, comme l'intitulé de cette loi le laisse penser, son contenu est évidemment très hétérogène, relatif donc à la délimitation des régions, à l'organisation des élections, également au calendrier lié à l'achèvement de la carte intercommunale en Île-de-France. Donc, là encore, on peut voir un objet assez vaste, assez hétérogène. Troisième texte, comme je vous l'ai dit, donc 3 projets de loi. Ce troisième texte est le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe. Donc ce texte n'est pour l'instant pas adopté, il a été voté en première lecture par les assemblées et depuis le 26 mai, il est actuellement donc en discussion au Sénat. Donc, tout n'est pas fini concernant donc, cet acte 3 de la décentralisation, puisque tous les textes n'ont pas encore été adoptés. Donc on le voit, cette réforme des territoires intervient dans un contexte plus global de réorganisation de l'administration, qui poursuit différents objectifs, efficience, efficacité de l'action publique locale. Mais nous allons voir de manière plus spécifique cet acte 3 de la décentralisation et il convient donc de répondre à l'interrogation suivante. Quels sont les objectifs de cet acte 3 de la décentralisation ? Cette réforme intervient dans un contexte plus global, donc de réforme de l'administration, qui est désormais marqué par cette volonté de faire un choc de simplification, pour reprendre les termes du Premier ministre, et il convient donc de voir finalement comment cette idée de simplification des territoires va être mise en œuvre dans le cadre de cet acte 3 de la décentralisation. Va-t-on réellement vers une simplification des territoires ? C'est ce que je vous propose de voir dans un premier point. Deuxième, ensuite, sous-question, finalement, puisqu'on parle de réforme de la décentralisation, on a évidemment pour objectif aussi d'approfondir la démocratie locale. Et donc, est-ce que cet acte 3 de la décentralisation va véritablement permettre de consacrer une démocratie locale ? Ce que je vous propose de voir dans un deuxième point. Donc, le premier point, la simplification des territoires. Donc, un objectif annoncé, mais on peut voir que cet objectif semble compromis. Simplification des territoires, on peut le voir finalement de 2 points de vue. Premier point de vue, simplification des structures. Va-t-on vers un allègement de ce fameux millefeuille territorial ? Deuxième point de vue, simplification de la répartition des compétences entre les différentes entités territoriales. Donc examinons ce premier aspect. Va-t-on vers un allongement du millefeuille territorial ? On le sait, la France se caractérise par une organisation particulièrement complexe de ces territoires. Plus de 36 000 communes, 101 départements, 22 régions, auxquels il faut ajouter, bien sûr, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, notamment. Donc, on relève l'existence de plus de 2000 EPCI à fiscalité propre, donc ce qui nous met en évidence cette idée de millefeuille territorial. Donc, quelle a été la réponse apportée par les pouvoirs publics pour alléger ce fameux millefeuille territorial ? Donc, les pouvoirs publics ont fait le choix, finalement, de s'axer sur 2 pôles principaux, c'est-à-dire les régions et les intercommunalités, plus spécifiquement les métropoles. Un mot sur les métropoles, je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet, puisque cela fera l'objet de d'autres interventions. Les métropoles, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne s'agit pas d'une création de cet acte 3 de la décentralisation. Les métropoles ont été créées par la loi du 16 décembre 2010, que je vous ai déjà citée, la loi RCT. Et cette loi RCT avait donc permis la création de ces métropoles qui étaient alors dotées d'un statut d'EPCI à fiscalité propre. Et ce statut de métropole était accessible notamment aux aires urbaines comptant au moins 500 000 habitants et elle devait être créée sur la base du volontariat communal.
Or, en pratique, on constate que cette formule n'a pas eu le succès escompté, puisqu'une seule métropole a été créée à la suite de cette loi. Il s'agissait de la métropole de Nice-Côte d'Azur. Donc, pour relancer cette structure, cet acte 3 vient rénover le statut des métropoles, et notamment avec la loi MAPAM. Donc, quelles sont les dispositions de cette loi MAPAM? Donc, cette loi MAPAM vient créer d'office 3 métropoles à statut particulier. Donc, la métropole de Lyon, au 1er janvier 2015, cette métropole est une collectivité territoriale à statut particulier. Elle vient ensuite créer donc, la métropole du Grand Paris, qui n'est pas une collectivité territoriale, mais un EPCI à fiscalité propre à statut particulier. Quelle est la signification de cet EPCI à fiscalité propre à statut particulier? Je vous avoue que plusieurs juristes s'interrogent sur la pertinence de cette formule, puisque si en droit on connaît les collectivités à statut particulier, j'avoue que cette idée d'EPCI à fiscalité propre est vraiment une innovation, c'est-à-dire de cette loi MAPAM. Donc, métropole du Grand Paris, qui doit être créée au 1er janvier 2016. Une dernière métropole à statut particulier doit être créée au 1er janvier 2016, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, qui est un EPCI à fiscalité propre, mais pas un EPCI à fiscalité propre à statut particulier. Donc, 3 métropoles à statut particulier, mais il est également prévu la création de métropoles de droit commun. Donc la loi, pour éviter justement l'absence de création que l'on pouvait imputer au système mis en place par la loi RCT, a prévu, donc cette loi MAPAM a prévu la transformation automatique par décret des EPCI à fiscalité propre qui forment un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine de plus de 650 000 habitants. Donc cela signifie que forcément il y a eu 9 métropoles créées d'office par décret, puisqu'ils succèdent à ces anciennes EPCI. Donc on peut faire référence par exemple à la métropole de Toulouse, la métropole de Bordeaux, Lille, donc, qui ont été créées au 1er janvier 2015 par transformation automatique par décret. Mais des métropoles de droit commun pouvaient également être créées sur la base du volontariat communal. Donc là encore, des conditions démographiques étaient fixées, c'est-à-dire qu'elles devaient être créées sur la base d'EPCI à fiscalité propre, qui forment un ensemble de plus de 400 000 habitants, et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de la région, ainsi que pour les EPCI qui se situent au centre d'une zone d'emploi. Bon, vous voyez, ceci est particulièrement compliqué. Et sur la base du volontariat communal, 2 métropoles ont été créées au 1er janvier 2015, la métropole de Brest et la métropole de Montpellier. Donc on peut déjà voir que finalement, vous voyez que compte tenu de ces modalités de création, l'objectif de simplification des territoires est loin d'être atteint. On peut voir une métropolisation à la carte qui vient troubler, là encore, la lecture de l'organisation territoriale. Donc, deuxième pôle, donc, organisation des pouvoirs autour de 2 pôles, les métropoles et ensuite les régions. Donc, la deuxième loi que je vous ai citée, la loi de janvier 2015, vient revoir les limites des régions, puisqu'au 1er janvier 2016, on passera de 23 à 13 régions. Donc, fusion de régions, on a déjà cité l'exemple de l'Auvergne et de Rhône-Alpes. Mais on peut déjà s'interroger sur la méthode utilisée par le gouvernement, puisqu'il a, dans un premier temps, réformé les métropoles avant de revoir la limite, finalement, les limites territoriales des régions, ce qui va poser des difficultés, notamment pour définir quelles vont être les capitales de ces régions. Puisqu'on peut voir que dans certaines régions, effectivement, il n'y a pas de difficulté. Une métropole donc, peut s'imposer comme capitale régionale. Mais ce statut de métropole ne garantit pas du tout le statut de capitale régionale, ce que l'on observe en Normandie, puisqu'éventuellement, Caen aurait vocation à être capitale de la région, alors que seul Rouen a le statut de métropole. Et on observe aussi que dans certaines régions fusionnées, il existe plusieurs métropoles. Par exemple, on observe dans la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 2 métropoles, Toulouse et Montpellier, quelle métropole, finalement, sera capitale de la région. Et on peut voir que, là encore, des adaptations seraient peut-être trouvées.
Peut-être que l'hôtel de région se trouvera à Montpellier, la préfecture à Toulouse. Donc des adaptations au cas par cas qui viennent encore troubler la lecture des territoires. Et dans ce schéma, il convient évidemment de définir la place des autres collectivités. Et là, on se retrouve encore face à certaines incertitudes. Quel avenir pour le département ? Dans un premier temps, fort logiquement, les pouvoirs publics ont envisagé la suppression du département. Mais là encore, pour supprimer l'échelon départemental, cela impliquait une chose, de réviser la Constitution. Or, la majorité actuelle ne dispose pas d'une majorité suffisante pour réviser la Constitution. Donc, on maintient le département dans ce millefeuille, mais on le verra en le vidant de sa substance. Autre évolution, évidemment, la question du lien entre les intercommunalités et les communes. Et on peut voir que l'idée, c'est de renforcer véritablement les intercommunalités, et donc ceci au détriment des communes. Et parallèlement à cela, on peut voir que là encore, sont entreprises des politiques de fusion communale, qui n'avaient pas pourtant abouti dans les années 70. Donc se pose la question de l'équilibre des territoires, et notamment des territoires urbains par rapport aux territoires ruraux. Et on peut voir que véritablement, les pouvoirs publics ont fait le choix de l'urbain au détriment du rural. Donc d'autres structures ont été créées, par exemple les pôles métropolitains pour fédérer ces aires urbaines. Et parallèlement à cela, on a pu voir qu'une émergence finalement assez réduite de structures visant à organiser les territoires ruraux. On a pu voir que cette loi MAPAM a par exemple créé les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, mais un impact finalement limité. Donc pour reprendre les mots du professeur Taillefet, finalement en matière de décentralisation, on pourrait donc affirmer que simplifier, finalement, c'est entasser. On peut voir création de nouvelles structures. Se pose alors ensuite la question de la répartition, des modalités de répartition des compétences entre ces différentes entités territoriales. Donc on peut voir que traditionnellement, on est face à un enchevêtrement des compétences entre ces différentes structures. Donc là encore, les pouvoirs publics ont souhaité apporter un peu de clarification. La loi MAPAM, par exemple, a réactivé certains concepts, et notamment le concept de collectivité chef de file, qui permet d'isoler en fait, un niveau de collectivité territoriale à partir duquel s'organise l'exercice collectif d'une seule compétence. Bon, ce qui est censé amener plus de clarté dans la répartition des compétences. Mais un principe, dans le cas de cet acte 3 de la décentralisation, a particulièrement évolué, qui est celui de la clause générale de compétences. Cette fameuse clause générale de compétences, dont vous avez déjà dû entendre parler, traditionnellement, elle est reconnue à l'ensemble des collectivités territoriales et leur accorde donc, comme son nom l'indique, une capacité générale d'intervention, donc sans qu'il soit nécessaire de procéder à une énumération de leurs compétences. Elles ont donc une compétence générale pour traiter des affaires locales. Donc là, l'évolution est là aussi, contrairement à cette idée de simplification, particulièrement complexe. Puisqu'on a pu voir dans un premier temps la loi RCT, donc cette loi du 16 décembre 2010, qui a procédé à la suppression de la clause générale de compétences reconnue aux départements et aux régions. Première étape. Donc, comme je vous l'ai dit, changement de majorité, nouvelle politique territoriale, loi MAPAM. La loi MAPAM, de manière peut-être assez symbolique, souhaitait a donc rétabli la clause générale de compétences des départements et des régions. Mais, comme je l'ai dit, cet acte 3 ne s'arrête pas là, puisque maintenant on discute de l'adoption de la loi NOTRe, qui, elle, prévoit de supprimer la clause générale de compétences qui venait d'être rétablie, donc il n'y a même pas un an. Mais cette loi NOTRe a donc vocation, toutefois, à donner d'importantes compétences à ces collectivités. Donc, quelle est cette évolution, finalement, des compétences de ces différentes collectivités? Donc, comme je vous le disais, il faut rester dans ce schéma. On renforce les régions, donc nouveau transfert de compétences vers les régions, vers les intercommunalités et les métropoles, et ce, au détriment du département et des communes. Donc, la région a des compétences renforcée, elle a un pouvoir de direction
dans certains domaines, donc elle est chef de file dans différents domaines, par exemple l'aménagement, l'environnement. Mais, comme je vous le disais, en parallèle, on peut voir que les pouvoirs publics tentent de dévitaliser le département. Et certaines de ces compétences doivent être, justement, donc transférées, par exemple, à la région, ce qui est, par exemple, le cas des collèges. Traditionnellement, le département avait une compétence pour gérer les collèges, et ceci devrait être transféré à la région. Mais là, je vous le dis, c'est un projet de la loi NOTRe, mais la loi NOTRe n'est pas votée. Tout ceci peut encore évoluer, puisque le texte est en discussion. Donc, bon, affaire à suivre. Et on peut voir que les métropoles ont des compétences, là aussi, renforcées, mais particulièrement, je veux dire, peu compréhensibles. D'importantes compétences qui leur sont transférées de la part des communes, des transferts de plein droit d'importants groupes de compétences des communes vers la métropole, mais les métropoles peuvent également recevoir certaines compétences par voie de convention, donc des compétences du département, des régions et de l'État. Ce qui complique finalement les choses, puisqu'on est par convention et non plus par un transfert prévu par la loi. Et au sein des métropoles, on peut voir encore un particularisme qui est la métropole de Lyon, puisque la métropole de Lyon a absorbé toutes les compétences du département sur son territoire, ce qui est une des spécificités, ce qui vient encore bien évidemment simplifier la lecture des territoires. Donc les intercommunalités là également sont, comme je vous le disais, renforcées et ces évolutions ne sont pas sans risque, puisque je vous ai dit que le département avait vocation à être dévitalisé, puisqu'on a vu que la Constitution empêchait finalement la suppression du département, puisque son existence est garantie par la Constitution. Et comme il est difficile de réviser la Constitution actuellement, le gouvernement a opté pour une autre méthode, c'est-à-dire on vide progressivement le département de ses compétences. Mais là encore, on s'expose à un risque d'un point de vue constitutionnel, puisque les collectivités territoriales sont régies par le principe de libre administration des collectivités territoriales. Et ce principe implique que les collectivités disposent de compétences effectives. Donc finalement, si on vide le département d'un nombre trop important de compétences, cela peut aller à l'encontre du principe de libre administration des collectivités territoriales et donc se heurter éventuellement à une censure du Conseil constitutionnel. Donc, vous le voyez, cette organisation est loin de se simplifier, mais est-elle en train de se démocratiser ? Est-on face à une démocratisation des entités locales ? Là encore, évidemment, l'objectif est de démocratiser. Donc on va voir quelles sont les différentes mesures entreprises en ce sens et quelles en sont les limites. Démocratisation. Quelles ont été ces évolutions induites par l'acte 3 de la décentralisation ? Alors, vous le savez, évidemment, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais la collectivité qui a fait l'objet de plus de réformes va être évidemment la collectivité départementale, puisqu'un nouveau mode de scrutin a été mis en place, un scrutin binominal majoritaire, donc pour garantir finalement la parité dans ces instances. Et autre spécificité, bien évidemment, il n'y a pas d'élection départementale sur le territoire de la métropole de Lyon, ce qui est, pour le coup, j'allais dire logique, dans le sens où, effectivement, les compétences du département étant absorbées par la métropole, celle-ci, le conseil départemental sur le territoire de la métropole, n'avait plus lieu d'être. Modification également à la marge donc, concernant les élections régionales, dans la mesure où nouvelles régions, donc ces régions sont redécoupées, ce qui impliquait de redéfinir finalement le nombre d'élus dans ces nouvelles régions. Le point qui a posé le plus de difficultés a été la date de ces élections. La date de ces élections, puisqu'initialement, le gouvernement souhaitait organiser une concomitance entre les scrutins départementaux et régionaux, mais à force de repousser finalement la date de ces élections, le législateur se heurtait à une éventuelle censure du Conseil constitutionnel, puisqu'il n'est pas possible de repousser indéfiniment ces élections qui doivent avoir lieu selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel de manière périodique. Donc, je passe donc quelques modifications à la marge des scrutins municipaux, mais évidemment, une réforme importante
va être cette idée de démocratiser les intercommunalités. On a vu, ces intercommunalités ont des pouvoirs de plus en plus étendus et il s'agit donc de les démocratiser. Et là, différents textes sont intervenus. La loi donc, du 16 décembre 2010 a consacré l'élection des conseillers intercommunaux des EPCI à fiscalité propre au suffrage universel direct. Pour la première fois, lors des élections municipales de 2014, ont été désignés des conseillers communautaires. Le système qui avait été retenu était un système de fléchage, puisque donc une double liste sur les bulletins, donc la liste des personnes siégeant au conseil municipal et la liste de ceux qui siégeaient ensuite dans le conseil de l'intercommunalité. Donc ce qui a permis de faire connaître ces structures, mais là encore, le système doit évoluer, puisque le législateur prévoit que le système mis en place doit être redéfini par une loi qui doit être adoptée avant le 1er janvier 2017. Un effort de démocratisation, mais un effort de démocratisation qui reste quand même limité, puisqu'on peut voir de grandes évolutions dans les territoires. On redécoupe les régions, on crée une métropole, collectivité territoriale, mais en aucun cas, les citoyens n'ont été consultés. Fallait-il consulter les citoyens ? Le Conseil constitutionnel n'a pas jugé cela nécessaire et on peut voir que toutes ces réformes n'ont pas forcément atteint leur objectif. Nouveau scrutin départemental qui a été quand même marqué par un taux important d'abstention. Un scrutin départemental qui se voulait paritaire, mais on peut voir que cette idée de parité a été quand même très limitée, puisque seulement 10 femmes sont à la tête de départements, ce qui pose quand même question. Et d'autres aspects ont été complètement occultés. La question du cumul des mandats, qui n'a été vue, j'ai envie de dire qu'à la marche pour les parlementaires. D'autres questions n'ont pas été abordées, à l'image, par exemple, du droit de vote des étrangers aux élections locales, ou de l'approfondissement de la démocratie participative. Donc un apport assez limité, et on peut voir concernant les EPCI que finalement, donc on tend à les démocratiser, donc des conseils de communauté qui doivent être élus directement, ce qui pose finalement une autre question, et j'en terminerai là-dessus, qui est la question de leur statut juridique. Dans la mesure où ces intercommunalités ont des compétences importantes, où leurs conseils sont élus directement par les citoyens, ne faut-il pas reconnaître à l'ensemble de ces intercommunalités un statut de collectivité territoriale dans un nouveau paysage territorial dans lequel le département serait supprimé et finalement un paysage peut-être plus clarifié. Voilà, je vous remercie. Bien, on va donner la parole donc à Monsieur Benoît Quignon, qui est donc le directeur général du Grand Lyon et de la ville de Lyon et qui vit cette complexité de l'intérieur. Et donc là, on va voir le témoignage d'un homme de terrain, si j'ose. Merci de me donner la parole et de m'avoir invité à cette rencontre. Alors mon propos, effectivement, vous l'avez bien compris, ne sera pas celui d'un théoricien, mais plutôt d'un praticien. Et je voudrais tout de suite remercier Émilie Marcovici qui, par son exposé à la fois très complet et exhaustif, finalement me fait ressentir que mon sujet, qui est celui de la construction d'une métropole à Lyon, est finalement assez simple. Je pensais que c'était compliqué, mais finalement, au regard de ce qui se passe ailleurs en France, et qu'on n'a pas encore tous tout à fait compris, même moi, je dirais notre affaire ici est plutôt simple. Alors, je vais vous dire pourquoi, en fait, elle est relativement simple. Je vais vous dévoiler notre secret. Notre secret, c'est qu'en fait, je dirais, avant de lire les textes de loi, on s'interroge d'abord sur ce qu'on veut faire. Alors, comment est-ce qu'on s'interroge sur ce qu'on veut faire ? Finalement, en regardant le monde tel qu'il est, vous avez une carte, je dirais une map monde, qui décrit, je dirais par des pastilles, la place des métropoles dans le monde. Aujourd'hui, vous avez sur cette carte 300 métropoles, ça vient d'une étude américaine, peu importe, qui date de 2012, et qui décrit je dirais, la place dans le monde des métropoles, 50% du PIB mondial alors qu'elles ne représentent que 19% de la population, et puis surtout, je dirais, des zones dont le développement est très contrasté. Vous avez, je dirais, en brun, vous avez l'Europe historique. En brun, ça veut dire que la croissance est faible, voire que vous avez des PIB ou une démographie qui est plutôt en baisse, et puis, je dirais, plus vous allez vers le bleu, et le bleu intense, plus vous avez des zones de développement
Et on voit bien que les choses ne se passent pas forcément en Europe. Et quand on fait un focus, je ne vous l'ai pas mis, mais sur, je dirais, l'Europe, on voit que les choses ne se font pas forcément non plus en France. Et que Lyon, même si Lyon a une réputation de dynamisme, finalement est assez modeste. Et je crois que notre projet, je dirais, il est parti de ce constat, c'est-à-dire que le reste du monde ne nous attend pas, que si nous ne réagissons pas, si nous n'avons pas des idées relativement claires sur ce que nous voulons faire pour attirer des talents, pour attirer des capitaux, pour nous développer, pour préserver notre cadre de vie, personne ne le fera à notre place. Alors, on a aussi ce type de questionnement sur le territoire français. Là, je vous ai mis une carte de la DATAR, toujours de 2012, qui montre bien finalement, et c'est un peu un écho, un clin d'œil à la présentation, je dirais, précédente, qui effectivement je dirais, reflétait la complexité de la construction législative et de la logorée administrative et législative, je dirais, qui nous a submergés depuis quelques années et qui est en fait le résultat finalement d'un constat qui est qu'il n'y a plus aucune concordance aujourd'hui entre la carte administrative et l'organisation administrative de la France, qui est héritée, je dirais, avant tout de la Révolution française et de la vie telle qu'elle est. La vie telle qu'elle est, elle est décrite ici, c'est la carte des réseaux finalement qui existent, des réseaux qui sont liés je dirais, par la mobilité, par les flux de marchandises, par les flux commerciaux, par les flux économiques, par les flux intellectuels. Et c'est une carte, il y en a plein d'autres, qui représentent notre pays et qui montrent toutes finalement que les questions par exemple de mobilité, les questions d'emploi, les questions d'accès au savoir structurent beaucoup plus finalement notre territoire que, je dirais, l'organisation classique administrative. C'est pas propre à la France, mais en France, comme on a poussé à l'extrême, je dirais, notre rigueur presque mathématique de l'organisation du territoire, évidemment, le contraste entre la vraie vie et puis ce cadre est évidemment un petit peu plus fort. Et donc, je dirais un peu à l'instar de chercheurs ou d'intellectuels, comme je pense notamment à Philippe Estèbe ou à Pierre Vels, qu'on a fait travailler ici il y a une quinzaine d'années sur l'organisation du territoire de la très grande agglomération lyonnaise, c'est-à-dire 2,5 millions d'habitants. Nous avons la conviction que, je dirais, les réseaux de villes, les réseaux organisés sous forme de pôles métropolitains, il y en a un ici, les structures urbaines, je dirais, articulées en métropole, par exemple, comme celle de Lyon, ont vocation à entraîner, je dirais, leur territoire. Et dans les faits, lorsque l'on étudie effectivement les effets de polarité, les effets d'échange entre les métropoles, par exemple les grandes agglomérations ou même les agglomérations moyennes et leur territoire, on s'aperçoit que, en fait, ce sont les territoires alentours qui bénéficient paradoxalement le plus finalement du développement des centres, qui sont à la fois le lieu des solutions et des problèmes. C'est-à-dire les problèmes, c'est la pollution, c'est les questions de tension sociale, c'est les questions de pauvreté, de difficulté d'intégration, mais c'est aussi le lieu des solutions parce qu'il y a de l'interconnexion évidemment sur le plan des transports, des déplacements, de la mobilité, mais aussi sur le plan intellectuel, de l'innovation technologique, de l'innovation scientifique. Lorsque Pierre Vels et Philippe Estèbe, il y a une quinzaine d'années maintenant, avaient étudié la carte de cette très grande aire urbaine de Lyon, au-delà des définitions classiques de l'INSEE, on s'était aperçu que finalement la croissance à la fois démographique et du PIB et des revenus à l'habitant était plus à l'extérieur de la communauté urbaine de Lyon qu'à l'intérieur de la communauté urbaine. Et que plus on se rapprochait du centre, et donc de la ville de Lyon, eh bien plus la croissance était, je dirais, économique et démographique était faible. Alors c'est pour ça qu'on a souhaité, je dirais, reprendre un petit peu la main et structurer finalement à partir du centre l'ensemble du territoire, ce qui a abouti, je dirais, aux propositions qui ont été faites par les parlementaires lyonnais et en particulier par le maire de Lyon et le président du Grand Lyon qui, comme je pense vous l'avez senti, a d'abord avec ses équipes et sa majorité politique construit un projet et ensuite a réfléchi à la manière de faire en sorte que ce projet puisse se réaliser en levant, le cas échéant, les obstacles juridiques qui pouvaient exister. Alors, en fait, ce que je voudrais dire également, c'est que cette histoire de la création de la métropole de Lyon, donc qui s'est faite dans la nuit du 31 décembre 2014 au 1er janvier 2015, en fait, c'est quelque chose qui vient de très loin, j'allais dire depuis
plusieurs dizaines d'années. Je cite souvent une anecdote qui est extrêmement parlante et qui est souvent rappelée par ceux qui ont vécu l'histoire de la construction métropolitaine et qui est les deux crises que l'on a vécues ici à Lyon. On s'en souvient encore un petit peu, pas trop, mais c'est les émeutes urbaines sur le plateau des Minguettes en 1981 et puis ce qui s'est passé au Mas du Taureau en 1990, deux quartiers de ce qu'on appelle aujourd'hui la politique de la ville où la violence urbaine, je dirais, à l'occasion comme toujours, d'un micro-incident est devenu un événement d'ampleur régionale et même nationale. Eh bien, à l'époque, et c'est sans doute ça qui fait qu'aujourd'hui on fait métropole ensemble, le maire de la ville-centre, président de la communauté urbaine de l'époque, avait appelé le maire, par exemple, de Vaux-en-Velin, qui me le rappelait encore il y a quelques jours, Maurice, on ne va pas te laisser tomber parce que ce qui arrive à Vaux-en-Velin, ça nous concerne tous. C'est-à-dire qu'au-delà, je dirais, de la compétence qui était dévolue à la ville de Lyon, bien évidemment, et même à la communauté urbaine, il y avait ce sentiment de solidarité et aussi cette analyse que le succès, qui était déjà relativement évident, de l'attractivité lyonnaise, en particulier sur le plan scientifique, sur le plan universitaire, sur le plan économique, ne pouvait être durable, soutenable dans la durée que s'il se faisait dans un cadre urbain de cohésion sociale apaisée et que si la richesse produite était répartie de manière équilibrée et que si aucune zone, aucun quartier de cette agglomération ne se sentait ghettoisé, ne se sentait rejeté. D'où par exemple, la réalisation d'infrastructures de transport en commun extrêmement lourdes, la desserte de quartiers excentrés par des lignes fortes de métro, de tramway, d'où, par exemple, la réalisation d'espaces publics dans ces quartiers au même standard que les aménagements d'espaces publics réalisés au centre de l'agglomération. Donc avec des objets symboliques, l'idée que l'agglomération, la métropole, d'une certaine manière, existait déjà, même si à l'époque on ne parlait pas, je dirais, de métropole. Avec effectivement, comme je l'indique sur cette planche, un relatif consensus, une construction progressive qui a fait qu'au cours des 15 dernières années, chaque année, il y avait une nouvelle compétence, un nouveau champ d'expérimentation. Alors, les objectifs, on y a fait allusion tout à l'heure, ça c'est les objectifs, je dirais, officiels, facilement communicables et qui, si j'ose dire, et malgré tout, comportent une assez large part de vérité. Je suis allé un peu vite, donc c'est pas grave. Je n'arrive pas à revenir en arrière, peu importe. 4 objectifs: l'attractivité et la cohésion de l'agglomération lyonnaise, la lisibilité et l'accessibilité de l'action publique pour les citoyens. Le 3e objectif, une meilleure articulation des compétences exercées jusqu'à présent par le Conseil général du Rhône et puis le Grand Lyon. Et puis enfin, la nécessité pour nous de dégager des marges de manœuvre. Vous savez que la réduction, la participation des collectivités locales au redressement des comptes publics est spectaculaire. Pour une agglomération, enfin pour la métropole de Lyon, ça représente, je dirais, ça représentera en 2017 l'équivalent de 8% des dépenses de fonctionnement. Donc on va perdre en termes de recettes sur la période 2014-2017. Donc c'est extrêmement violent et rapide. Aucune entité publique locale française, je dirais, même si on est tous évidemment placés au même rang, mais n'a subi un tel choc. Et ça représente en cumulé sur la période 2014-2020, qui est la période de référence, le mandat actuel de l'actuelle équipe politique, 1 milliard d'euros, ce qui est quand même en perte cumulée relativement important. Alors, le système, finalement, je le disais tout à l'heure, et ce n'était pas seulement une boutade, il est simple. C'est-à-dire qu'on ne change pas les limites de l'agglomération lyonnaise, c'est toujours le même périmètre que celui qu'on connaissait jusqu'à présent, de la communauté urbaine. On n'a pas voulu rajouter une difficulté supplémentaire. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré sur ce territoire les compétences exercées jusqu'à présent par le Conseil général du Rhône, essentiellement dans le domaine, on le verra tout à l'heure, social. Et donc le département du Rhône, lui, maintenu, eh bien, c'est un territoire périphérique à l'agglomération d'un peu plus de 436 000 habitants qui conservent, je dirais, les compétences telles qu'ils les exerçaient jusqu'à présent. C'est évidemment quelque chose d'assez différent, hein. En fait, c'est le système qui ne... Si, c'est bon ?
un petit problème si je peux reculer en arrière, s'il vous plaît, parce que j'ai l'impression que le système ne marche plus. Précédent, pardon. Ah, il y a un petit souci. Bon. Là, ça va être difficile d'improviser. Voilà. Alors, voilà. Donc, par rapport aux 14 métropoles qui ont été créées, je n'insiste pas là-dessus. Ce qui me semble, moi, distinguer un petit peu cette métropole des autres, c'est d'abord que c'est devenu une collectivité territoriale de plein exercice, avec des prérogatives évidemment assez larges. C'est également une collectivité dont la création s'est faite de manière extrêmement rapide. La loi a été promulguée le 27 janvier de l'année dernière, et à la fin de l'année dernière, la métropole était créée. Et donc, c'est peut-être quelque chose de susceptible d'attirer finalement l'attention d'autres grandes agglomérations. C'est ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui, puisqu'on est souvent sollicité pour, je dirais, raconter un petit peu notre histoire, parce qu'un certain nombre de métropoles, en particulier l'Ouamapnam, pensent déjà à l'étape d'après à partir de 2020. Alors, des compétences, je dirais, assez larges, celles de l'ancienne communauté urbaine, celle, je dirais, du département. Vous voyez qu'il y a pour partie des choses qui se recoupent, par exemple la voirie, le développement économique, etc. Et puis enfin, des compétences qui viennent des communes, du territoire, qui sont plutôt des régularisations de situations de fait. Je pense en particulier à ce que nous faisions déjà à l'échelle de cette communauté urbaine, de ce territoire, en matière de très haut débit, de réseaux de chaleur. Par contre, on récupère, je dirais, la maîtrise d'ouvrage des réseaux, en tout cas de l'autorité, le rôle d'autorité concédante sur les réseaux de distribution de gaz et d'électricité, qui est un enjeu majeur si l'on veut mettre en place une politique de l'énergie efficace. Et puis également quelques pouvoirs de police administrative directement liés à l'exercice de nos compétences. Ce ne sont pas d'ailleurs les choses les plus faciles à faire. Je pense que pour les juristes, c'est un grand jeu de savoir concilier, par exemple, l'exercice par les communes de la police du stationnement et par la métropole de la police de la circulation sur les mêmes voies publiques. C'est un exercice assez sympathique, surtout quand la métropole n'a pas de personnel capable de gérer la police sur le terrain. Mais ce n'est pas très grave. Alors, l'intérêt de cette métropole, on le voit sur cette planche, c'est essentiellement, à vrai dire, de permettre d'aller plus loin que la simple complémentarité qui pouvait exister jusqu'à présent et qui était, à vrai dire, assez peu opérante entre un territoire qui bénéficiait de l'action sociale d'une collectivité et de l'action de développement et de structuration et d'aménagement d'un EPCI qui était la communauté urbaine. Je cite deux exemples assez classiquement. Le premier, c'est celui de la question du logement ou de l'habitat. Les uns aménageaient des zones d'habitat, finançaient de la construction neuve, montaient des opérations immobilières, c'était la communauté urbaine, et puis les autres accompagnaient les familles, les ménages les plus précaires dans ces logements pour ceux qui pouvaient éprouver des difficultés. Évidemment, quand les personnes sont rassemblées dans les mêmes services, dans les mêmes équipes, on pense l'offre de logement sans doute un peu différemment, et quand on accompagne les personnes qui sont parfois en difficulté pour accéder à un hébergement ou à un logement, on comprend mieux évidemment l'offre de services qui est proposée par ailleurs et qui est structurée par les collègues, je dirais, avec lesquels on prend son café le matin. L'importance de la machine à café d'ailleurs est beaucoup plus importante que celle de la loi MAPAM dans ce genre d'affaires. Je le dis, c'est très sérieusement, c'est ça ce qu'on vit tous les jours. Autre exemple qui n'est pas dénué d'intérêt, vous connaissez en France le système d'accompagnement des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui n'ont pas de revenus, je veux parler du RSA. C'est un budget aujourd'hui pour la métropole de 200 millions d'euros, qui croît de 10% par an, donc qui est absolument explosif. L'idée, c'est de rassembler dans les mêmes équipes, là aussi, ceux qui sont en relation avec le monde de l'entreprise depuis des dizaines d'années. Je pense aux équipes du Grand Lyon qui ont des réseaux à l'intérieur de l'agglomération, à l'international. Comment faire en sorte que cette capacité à accompagner la création d'emplois sur un territoire bénéficie finalement aux plus éloignés de l'emploi et parfois de la société. Donc là aussi, c'est un enjeu particulièrement important. Autre élément important, je dirais également, c'est celui du changement de culture de la collectivité. C'est-à-dire que vous avez deux communautés
humaines, je dirais, qui se sont rejointes à effectifs à peu près constants, 4700 d'un côté, 4000 de l'autre. D'un côté, vous avez plutôt des techniciens qui sont plutôt des hommes. De l'autre côté, vous avez plutôt des sociaux, entre guillemets, qui sont plutôt des femmes. Et il faut arriver, je dirais, à mailler tout ça et à faire en sorte que les gens collaborent, je dirais, entre eux pour des objectifs communs. Il faut aussi raisonner, on y a fait allusion tout à l'heure quand on a parlé de démocratisation de l'action publique, ou en tout cas des systèmes institutionnels. On a demain, enfin on a aujourd'hui, mais surtout à partir de 2020, des élus qui vont répondre directement devant leurs électeurs, alors que jusqu'à présent, je dirais, il y avait plutôt un regroupement de 59 communes et on parlait et on discutait entre pairs, puisqu'on était entre maires, si je ne veux pas faire de jeu de mots. Dernier point qui me semble important, c'est celui de la transformation de la gouvernance. Vous avez une institution qui double de taille, vous avez une exigence démocratique plus forte, vous avez des pressions sur les finances publiques, vous avez une obligation de combiner des politiques publiques qui jusqu'à présent étaient relativement éloignées les unes des autres, et vous avez aussi une exigence des territoires d'être entendus et de participer à la prise de décision. Et ça doit donc se traduire au travers d'un pacte de cohérence métropolitain qui est en cours, je dirais, de construction et qui doit aboutir à une délibération d'ici à la fin de l'année et qui va redéfinir la manière dont, par exemple, des compétences métropolitaines pourront être mises en œuvre par des communes ou par des territoires ou pourront être adaptées, l'idée étant de coller à la réalité du terrain tout en gardant la force de politique publique conçue et développée à l'échelle de la métropole. Quelques éléments de bilan. Ce que l'on peut dire, c'est que techniquement, cet objet relativement complexe fonctionne, et il fonctionne depuis le 1er janvier d'une manière correcte. Ça, c'est une première réussite. On n'a pas eu, ou quasiment pas, de lettres de réclamation d'habitants ou de salariés se plaignant de ne plus recevoir, par exemple, leur allocation. Le deuxième point, c'est qu'il y a, et ça, ce n'était pas forcément gagné, chez les élus et chez les agents des deux collectivités qui ont rejoint la métropole, une vraie envie, je dirais, de construire quelque chose, je dirais, ensemble. Et puis, il y a une envie aussi de construire cette transformation. Là où les choses, évidemment, vont moins bien, parce qu'il y a toujours des choses qui vont moins bien, il y a parfois eu des tensions, y compris sur le plan social, c'est qu'il y a toujours les ennuis du quotidien qui apparaissent. Il y en a des dizaines, voire il y en a des centaines. Ils sont réglés au fur et à mesure, mais certains plus lentement que d'autres. Et évidemment, comme dans toute opération de fusion, ceux qui ont beaucoup donné d'eux-mêmes pour préparer la fusion, pour, je dirais, l'accompagner et faciliter le bon fonctionnement des services, se fatiguent au fil du temps parce qu'ils ne voient pas les solutions forcément arriver rapidement. Et puis aussi, l'idée qu'on crée une collectivité, je dirais, nouvelle, n'est pas toujours ressentie de la même manière par les uns et par les autres. Certains, et je pense en particulier aux collègues qui viennent du Conseil général, ont l'impression que c'est quand même un peu le logiciel du Grand Lyon, cette grande entreprise internationale, comme je l'appelle parfois, qui, avec ses process, avec ses méthodes de travail, je dirais, extrêmement normées par processus, eh bien, je dirais, a un petit peu écrasé, avec son rouleau compresseur, des collectifs de travail qui fonctionnaient dans un climat peut-être plus familial, même si le terme de famille est peut-être inapproprié. Et puis le dernier point enfin, c'est que pour nous, il y a des questions, je dirais, assez fondamentales. La première, c'est que la gestion du temps est un exercice dans ces moments de fusion, je dirais, délicat. Autant la rapidité de création de la métropole a été en quelque sorte un atout, parce qu'il y avait un objectif assez simple, il y avait une vision partagée, l'idée de faire quelque chose ensemble, d'être plus efficace, d'être plus économe, de faire quelque chose qui avait un sens profond, parce qu'on mêlait, je dirais, des activités qui étaient fondamentalement complémentaires. Et puis, je dirais, il y a ensuite la réalité des choses, c'est-à-dire que les dirigeants ont souvent tendance à être un petit peu trop en avance par rapport, je dirais, à leurs troupes, et les troupes, elles, je dirais, elles absorbent progressivement plusieurs chantiers, et parfois elles ont l'impression de perdre leur pied, et parfois on a voulu changer, je pense, trop de choses, je
je dirais, en même temps. Et puis on a aussi un autre travers que j'ai évoqué de manière un peu ironique tout à l'heure, c'est-à-dire que dans des organisations extrêmement normées, où on se réfère souvent au modèle de l'entreprise, finalement, on ne laisse peut-être pas assez de place à l'informel, à la machine à café dont je parlais tout à l'heure, et qui est autant créatrice de valeur et de cohésion que d'autres dispositifs plus sophistiqués. Et donc, ça pose la question de l'appropriation collective du projet. J'ai peu d'inquiétude sur ce point. Ça pourrait être éventuellement un sujet d'ailleurs de recherche ou d'observation. Mais c'est vrai que les temps parfois sont un peu compliqués et que à la fois mener une opération de fusion et de transformation aussi politique, avec un contexte politique qui est plus délicat aujourd'hui en 2015 qu'en 2012 lorsque le projet a été monté, et avec des ressources qui ont vu, je dirais, leur progression se ralentir puis s'inverser, c'est-à-dire avec une réduction, évidemment, les éléments de contexte sont peut-être encore plus compliqués que ce qu'on avait imaginé au départ. Merci de votre attention. Merci bien. Je vais donner donc la parole à Alan Rosenbaum. Yes, it's your turn. And perhaps it will be good to introduce yourself. And because you have a very long experience about those topics. Thank you. It's up to you, or you can sit here. It's up to you. In any event, how many folks actually are fluent or have some idea of what I'm saying at the moment? Good. Okay. Well, for those who don't, you're probably not missing anything anyway. My name's Alan Rosenbaum, yes, and I am a professor at Florida International University, but I have probably over the past 20 years spent, probably to the benefit and pleasure of my colleagues at the university, spent most of my time away from the university working on strengthening governments around the world, doing a lot of that for USAID, some for the World Bank, some for the United Nations, etc. And one of the things that I have spent a good bit of time dealing with in this regard is issues of decentralization and the strengthening of local government. Actually, this is hard to get a very precise handle on, but probably about 80% of the countries around the world have done some experimentation to try and strengthen local government and decentralize in some manner or another. Particularly a lot of this has really been occurring over the past 20, 25 years. And why? Obviously, a couple of things come to mind quite quickly. The decline of highly centralized systems has had a big impact in this regard. Obviously, here the decline of the fall of the Soviet Empire obviously has been a significant factor because almost all of the new states that have come out of that have devoted a lot of time and a lot of energy to decentralization issues. But not only that, I mean, we sometimes forget that at about the same time, well, actually a little bit before the decline of the Soviet system, there was a huge amount of declining of centralized governments in Latin America. During the 60s and 70s, almost every Latin American country came to be have a very centralized dictatorial government installed in the countries. And during the 1980s, most of those governments collapsed. And obviously, where you have a centralized system, what
what's an alternative that you look towards, and clearly decentralization, particularly concerned about how to disperse power, how to spread power across a system in order to have multiple bases of power, multiple sources of political influence. And so, particularly in Latin America, tremendous emphasis on decentralization, some of it homegrown, some of it encouraged strongly by people like U.S. Agency for International Development, World Bank, Inter-American Development Bank, all pushed very hard on that, with the result that if you go back 40 years ago, only 3 countries in all of Latin America actually had elected local officials. Today, just about the only country that, and this is a subject of some debate, but the only country that doesn't have competitively elected local officials in Latin America is Cuba. They do have elections for local officials, but there's really only one party participating. So much of this effort towards decentralization, which has gone on in so many parts of the world now, has been pushed by this concern for dispersing power. And to some extent, there has been obviously a substantial impact of my own country and my own country's experience in this regard. We are arguably, in the United States, the most decentralized large industrial country in the world. And that's not a new phenomenon. Indeed, the first political scientist to point out the centrality of local government and the importance of the dispersing of political power that came with it was, in fact, a Frenchman, namely Alexis de Tocqueville, in his book, which still ranks, in my judgment, as one of the best books ever done on American democracy. But the result of this emphasis, for example, just to put this in a little comparative context, we have in the United States approximately 90,000 local governments. Of those, approximately 50,000 are general purpose local governments, which is to say they provide the whole range of local governmental services from garbage collection, parks and recreation, education, etc. And then another 40,000 are special purpose local governments. They are local governments that have their own taxing authority, but they're established for one particular purpose, whether it's to run a fire protection, run a fire department, or to provide clean water in a community or something like that. Now, how does that compare with the rest of the world? Let me find my notes here so I don't give you wrong figures. In Africa, there is a total of 15,000 local governments. Asia, if you don't count village councils in India and China that really don't have any authority but do have any resources or political authority but do have important social functions, there are about 26,000 local governments in all of Asia. Latin America has 17,000 local governments. Together, these 3 continents come to about 58,000 local governments, as opposed to in my country, where we have just in one country alone 90,000. So part of our experience is very much experimenting with
and developing local governments. And that very much has certainly influenced the international development community in terms of their efforts to encourage the building and developing of local government throughout the world. And the impact of these efforts around the world has, in many cases, been reasonably significant. Not always as significant as the advertisements for local government and the like talk about, in part because much of the experimentation around the world with local government has been more limited than one would like. Often there are provisions established for elections and the establishment of local citizen bodies, mayor, council, etc. But frequently there really isn't much resources provided to these local governments that are being established in so many places. And that has been a major problem in this effort to build and establish local governments. Now, why has there been, in addition to the concern about dispersing political power, why has there been so much emphasis on local government, and especially by the international community? Well, certainly the first reason is the one I've been talking about, the need to disperse political power. But there have been some other goals as well. There's the frequently spoken of notion of improving the quality of service delivery, that government closest to individuals is best able to provide the services that citizens are looking for. More recently, there's been a lot of emphasis, especially by groups like the World Bank and UNDP, to encourage local government in the hopes that this will help, that local governments will be more sensitive to the growing problem really around the world of inequality and the growing separation between the wealthy and the poor that's going on virtually everywhere, especially in my own country. And then the fourth reason that's often given for this effort is as a means of stimulating and encouraging economic development. Well, what do we know based on the research that has been done with regard to these goals? Well, certainly we have, regarding the first one, that of dispersing political power, we can certainly see quite a number of cases where the structure of relationships in a particular country has changed significantly as a consequence of the building of strong local governments. Probably my favorite case of this that illustrates it is what's happened in Bolivia over the past 20 years. In 1994, Bolivia passed actually a fairly conservative government in Bolivia at the time, passed and enacted the Popular Participation Law. The Popular Participation Law established municipal governments throughout the country, and what that did, obviously, was create an awful lot of governments that indigenous people in Bolivia could then become a part of, because much of the area that had not had local government was where all of the indigenous communities lived. And there you had a country that had been dominated for a couple of centuries by a very small white
minority, European-based or European origin minority. And quite clearly, the mobilization of indigenous people that occurred as a consequence of the passage of the Popular Participation Law totally transformed the politics of that country, with the result that they elected, after 250 years in a country that was 90% indigenous, or maybe more than 90% indigenous people, they finally were able to elect an indigenous individual as president of the country. And you can find other examples of cases where the establishment in many, again, area that I have spent a huge amount of time in is Central and Eastern Europe and Latin America. And both of those areas, it's very interesting the way local governments have provided alternative venues, alternative opportunities for new political parties, new political groups to rise and emerge and begin to challenge the established political order within those communities. Regarding the question of service delivery, the results are mixed. There's been a lot more research on the question of, does service delivery really improve with the movement to decentralization in many of these countries. As I commented before, the problem there is that so often you have partial decentralization, if you will, establishment of structures of local government, but very, very little in the way of resources made available to the local governments. And in many cases, it's not uncommon for national governments to devolve certain services to the local governments and fail to provide any funding or resources whatsoever for it. Regarding the issue of inequality, breaking down inequality, beginning to create a less unequal society, we haven't seen much research on that, but my guess is, for the reason I was just talking about, that's not going to have a lot of impact there. In spite of the fact that the World Bank, at least, is making a big push for local government for rationalized along those grounds. Where you do see, though, I think, a very significant consequence, equal at least to in terms of significance to the dispersion of political power, is the role of local governments in terms of creating economic development within a country. I mean, if you break down the world into regions in terms of level of wealth, going, say, Western Europe, Canada, Western Europe, North America, Japan, next area of major wealth, East Asia, the emerging countries of East Asia. Next, in terms of general level of wealth, Latin America. And then terms sort of the bottom of, tragically, of this kind of the bottom of this kind of I'm not even sure what to call it, but in any event, obviously the least wealthy countries of the world, Africa. Well, what characterizes, what has the same kind of parallel structure, namely the amount of emphasis they place on local government. The wealthy countries of the world, 40 to 60% of all governmental expenditures and of all governmental personnel are at the subnational level. In the case of the East Asian countries, it's about 30% of all public employees and all public expenditures are at the subnational level. In the case of the Latin American countries, 20% of all public employees
and public expenditures at the subnational level. In the case of Africa, the figure is 10%. So you've got a very clear pattern. The more emphasis there is on local government and local capacity, the wealthier the part of the world. Now, why? Well, there's a simple explanation for this, and that is that national economic development is essentially dependent upon local economic development. And if you don't have local capacity in the form of local government that can provide the kind of infrastructure that you need and the kind of support you need for local economic development, you are at a huge disadvantage as a country. And very clearly, you can see great examples of this. Like if you look at the 10 countries that entered the European Union, who is the big success story? In some respects, surprisingly so, Poland. What is the country of which country of these 10 that entered the EU has most successfully built structures of local government and decentralized and built its own local capacity? Obviously, Poland. If you look at what's probably the most significant economic miracle of the past 25 years, the development in China, again, that parallels very closely when the Chinese government made a basic decision to decentralize substantially governmental authority to local governments. And with that, I mean, you can see if you look at the figures in China in terms of the growth of local government and the growth of the economy, they parallel one another. One of the things people don't realize often is that, we talk about the great state enterprises in China that have been, in many cases, very successful. 80% of all the state enterprises in China are actually run by local governments and owned by local governments. So there's been, major efforts at decentralization that have really paid off in terms of local economic development and local capacity building to deal with building a successful economy. So all of this taken together, obviously, in part, has fueled this fairly dramatic effort over the past 3 or 4 decades to expand and strengthen local government throughout the world. And I think on that note, I'll probably stop. And so thank you all very, very much. Bien, je remercie Alan Rosenbaum. On donne la parole à Monsieur Éric July, qui connaît bien le sujet, puisque dans les années 80, il a été le patron de la DGCL, qui est la Direction Générale des Collectivités Locales, qui met donc en œuvre les lois de décentralisation. Merci. Je comprends qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est le risque de passer le 4e dans un colloque de ce genre. On a la chance de pouvoir laisser la dernière, puisque je suis le dernier, l'impression la plus forte, mais on n'a pas beaucoup de temps pour le faire. Donc je vais essayer de le faire rapidement. Pour illustrer ce que, dans un livre qui vient de paraître, comme on l'a rappelé, nous avons essayé de proposer pour en finir vraiment, et j'insiste sur le vraiment, mais on va y venir, avec le millefeuille territorial. En fait, ma réflexion, comme vous l'avez rappelé, j'ai été responsable de la politique de décentralisation entre 1981 et 1986. Ensuite, j'ai fait des choses totalement différentes, mais qui m'ont mis beaucoup au contact des territoires français, sous différentes formes, et de l'administration française. Et en 2011,
je m'étais dit que le 30e anniversaire de la décentralisation arrivant, l'élection présidentielle se profilant, l'application éventuelle de la loi qu'on a rappelée de décembre 2010 ou un nouvel acte de décentralisation si c'était un autre candidat qui était élu, tout cela justifiait que j'essaye de rappeler l'expérience qui avait été celle des 30 ans, mais aussi il y a 30 ans, mais aussi de faire le bilan de sa mise en œuvre et peut-être par là même de donner quelques conseils au futur gouvernement, quel qu'il soit, modestement d'un point de vue plus de citoyen en tout cas que de responsable, avec une conviction profonde que j'avais essayé de faire passer à travers le livre, qui était qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. La décentralisation était un grand succès, tout le monde la caractérise comme un succès. Ceci étant, elle était arrivée à un état, après l'acte 1, puis l'acte 2 de décentralisation, qu'il était indispensable d'envisager une réforme profonde, à la fois dans un souci, ça a été rappelé par la première intervenante, de simplification. Et on a vu que la création des intercommunalités, par exemple, le développement d'intercommunalités, qui a été l'essentiel des évolutions à partir de 1990, s'est fait par ajout, et donc on a rajouté des feuilles au millefeuille, et non pas par synergie. Et un contexte qui avait profondément changé, qui a été rappelé à propos de l'exemple du Grand Lyon, mais qui est valable évidemment pour toutes les collectivités locales, c'était que l'on sentait bien que le poids de la contrainte financière allait devenir de plus en plus important. À l'époque où j'étais directeur général des collectivités locales, la DGF augmentait de 15% par an et on trouvait que ce n'était pas assez. Puis on est passé à l'indexation, c'était indexé sur la TVA, puis on est passé à l'indexation sur les prix, puis on est passé à l'indexation sur les prix moins quelque chose, et puis finalement, depuis 2013-2014, on est rentré dans l'ère de la réduction, ce qui était évidemment une contrainte. Et je dois dire que, pensant que le changement était absolument indispensable, je pensais que cette contrainte financière était plutôt une bonne chose, puisque c'était l'obligation de changer. En 2013, je dois dire un peu inquiet, au moment, à peu près à l'été 2013, du cours que prenait, ou plus exactement que ne prenait pas, l'acte 3 de la décentralisation, avec les atermoiements qui ont été rappelés, grande loi, petite loi, 3 lois, maintenant, etc. J'avais eu l'idée d'essayer de faire des propositions et de montrer un modèle de ce que pourrait être l'acte 3 qui soit beaucoup plus fort que ce qui était envisagé ou discuté. Il se trouve que pendant que je me suis associé avec un élu local de la tendance opposée, si je puis dire, puisqu'il est élu local UMP, et nous avons travaillé sur ce sujet. Est arrivée l'annonce par le président de la République que personne n'attendait en janvier 2014 du regroupement des régions, puis l'annonce par le Premier ministre en avril, le nouveau Premier ministre en avril 2014 de la suppression programmée des départements. On s'est demandé à ce moment-là s'il ne nous avait pas fait le travail. En tout cas, on a constaté qu'on écrivait le livre beaucoup plus lentement que les décisions politiques. Par la suite, comme vous le savez, on a renoncé d'abord on a parlé de supprimer que les départements urbains, puis un nombre limité de départements, puis plus du tout de départements au gré. Et donc, notre position a été d'essayer de se dire qu'est-ce qu'on peut faire à partir de la réforme régionale, du regroupement régional des 13 régions métropolitaines qui vont être créées, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller au-delà, sans remettre en cause ces 13 régions, qui ne sont pas encore élues, mais qui vont l'être prochainement, parce que si on recommence à repartir, on va encore reprendre 3 ou 4 ans, et pendant ce temps-là, comme on le rappelait tout à l'heure, le monde évolue, et les autres pays ne nous attendent pas dans leur évolution. Et donc, pour en finir avec le millefeuille territorial, nous nous sommes dit, il y a 2 aspects très importants, qui rejoignent d'ailleurs, on ne s'est pas concerté, mais un peu la présentation de notre première intervenante. Il y a d'abord la carte de France, et là, l'idée centrale que nous avons posée, qui n'est pas nouvelle parce qu'elle est en train de se mettre en place, mais sans le dire de manière masquée, ce qui ne simplifie pas les choses, c'est de dire qu'à la carte napoléonienne, qui était une carte uniforme, reposant sur un couple département-commune, département,
aussi uniforme que l'on pouvait le faire, il faut faire apparaître, il faut substituer, un couple que j'ose pas qualifier d'hollandais parce que, encore une fois, il vient de plus loin et il n'est pas terminé. Et je pense que malheureusement, il ne sera pas terminé dans le cadre du premier quinquennat, en tout cas, qui est un couple région-intercommunalité. En se fondant sur deux idées, plutôt que, et ça a été très bien expliqué à propos de Lyon, mais qu'il faut se fier non pas à la géographie administrative telle qu'elle est aujourd'hui, mais, puisqu'il s'agit d'administration territoriale, au flux. Et on a vu tout à l'heure une carte des flux qui montre bien ce que sont en réalité les métropoles, et au bassin de vie, qui ne sont pas tout à fait... si vous allez sur Google, il y a des cartes de la France illuminées le soir. Et on voit que la consommation d'électricité, donc ça a fait apparaître la consommation d'électricité en fait en France, correspond à peu près au territoire des métropoles. Et on voit à travers ça ce qu'il faudrait faire pour améliorer le territoire des métropoles, pour être en conformité avec la réalité des bassins de vie. Et puis, la deuxième idée, c'était une refondation de la démocratie locale, mais j'y reviendrai dans un instant. Alors, sur l'administration territoriale, on parle ici de la France métropolitaine. Hein. Quand on parle des 22 régions, en fait, ce sont les régions métropolitaines. Donc, aujourd'hui, il y a un 6e niveau qui n'a pas été signalé tout à l'heure, qui est celui des syndicats intercommunaux, qui est énorme, hein, puisque ce n'est pas 13, mais c'est 13 000, pardon. Hein. Il y a une faute de frappe qui m'avait échappé, et ces 13 000 syndicats intercommunaux sont un échelon supplémentaire. Et donc ce que nous proposons, nous, c'est une France, c'est 3 niveaux d'administration désormais. Le niveau régional, avec 13 régions, puisque c'est ça que le Parlement a adopté, dont 3, nous proposons de renforcer leurs compétences en leur faisant absorber les compétences départementales. C'est le cas en Corse. C'est d'ailleurs en cours de discussion, comme c'est le cas d'ailleurs outre-mer, en Martinique et en Guyane, et ça devrait le devenir normalement dans les autres départements d'outre-mer. Et d'autre part, la région Bretagne, puisqu'il y a une forte volonté en Bretagne d'arriver à cet élément. Et le dernier point, c'est la région Île-de-France. Alors je ne sais pas si Lyon est le meilleur endroit pour parler des problèmes de l'Île-de-France, mais la métropole du Grand Paris telle qu'elle est aujourd'hui, qui correspond en fait à l'ancienne Seine, à l'ancien département de la Seine, ne correspond pas au schéma de transport du Grand Paris, connu sous le nom du Grand Paris, puisqu'il va jusqu'à Roissy, c'est-à-dire dans le Val d'Oise, donc en dehors du Grand Paris métropole, et qu'il va de l'autre côté jusqu'à Saclay, c'est-à-dire également dans les Yvelines, en dehors du Grand Paris. Donc, il nous a semblé plus simple de dire une seule structure, et à partir du moment où les intercommunalités se sont développées avec force dans la région parisienne, autant supprimer les départements, parce que la plupart des intercommunalités peuvent faire ce que les départements font, et partager les compétences avec la région. Or, ces 3 régions, au niveau infrarégional, nous proposons de nous appuyer sur les... Alors ça ne fait plus que 13 métropoles, puisqu'on a supprimé celle de Paris. C'est plus facile à faire, évidemment, dans un livre que dans la réalité, mais néanmoins. 37 communautés d'agglomération qui reprennent les compétences départementales, et on garde 49 départements, ce qui d'ailleurs règle le problème constitutionnel, puisqu'on ne supprime pas le département, on en modifie les limites, et on est sur une situation, pour l'ensemble du territoire, notamment par un certain nombre de fusions, on est sur une situation comparable à celle de Lyon et du département du Rhône, puisque dans toutes les zones des métropoles, les communautés d'agglomération exercent les compétences départementales, et le reste est exercé par des départements dont on va voir sur la carte que nous les regroupons pour arriver à 49 et pour avoir des tailles significatives. Et puis, au niveau local, nous considérons que la collectivité de base, pour l'instant établissement public, mais effectivement qui pourrait devenir collectivité territoriale, ce sont les intercommunalités à fiscalité propre, les communautés de communes, et qu'il faut inverser la relation avec les communes, c'est-à-dire que la commune doit devenir l'équivalent d'un arrondissement à Paris, Lyon ou Marseille, et l'intercommunalité étant en réalité
la commune telle qu'on l'entend aujourd'hui, ceci pour favoriser, avec ce qui a des incidences, comme on le verra, sur le mode de scrutin et sur la fiscalité. Alors vous voyez la carte, ce que cela donne. Donc en bleu, vous avez les régions à compétence départementale. En assuré bleu, vous avez les métropoles dont nous étendons parfois le territoire. Alors, là, on peut en parler. Il nous semble, par exemple, que l'île d'Abo devrait rejoindre la métropole de Lyon. Ça ne simplifiera pas la vie de notre ami, mais à court terme, mais ça correspond à une réalité profonde, et que donc il faut là modifier les départements, les limites de l'actuel département de l'Isère. Vous voyez qu'on a fusionné un certain nombre de départements. Alors c'est l'exemple que j'ai donné évidemment au président de la République quand je lui ai présenté le livre, c'est-à-dire que la Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne, qui formaient la région du Limousin, pourraient maintenant, dans la grande région Aquitaine, former un seul département, ce qui aurait un effet d'échelle et de synergie. On peut faire la même chose d'ailleurs en Poitou-Charentes, avec les Deux-Sèvres et les deux Charentes et la Vienne. Donc ceci qui permet d'arriver à une carte de 49 départements, les intercommunalités et les régions. Alors, dernier point, mais qui est tout aussi important, et ça a été clairement montré dans la première intervention, c'est que si on veut que ceci fonctionne, il faut aussi donner de nouvelles modalités de fonctionnement à la démocratie locale, et il nous semble qu'il y a 3 points qui sont importants. Le premier point, c'est le pouvoir fiscal, parce que la responsabilité politique suppose la responsabilité fiscale, et elles doivent aller de pair. Or, aujourd'hui, au niveau local, il n'y a pas de responsabilité politique sur l'évolution de la fiscalité, puisque la fiscalité est partagée entre plusieurs niveaux de collectivités locales ou d'établissements publics intercommunaux, et que donc, quand vous recevez votre feuille d'impôt, il faut faire de gros efforts pour comprendre qui est le coupable ou qui est responsable de l'augmentation et quelle est la responsabilité relative des uns et des autres. Ce qui est contraire à l'idée même de démocratie qui repose sur le consentement à l'impôt. C'est pourquoi nous proposons de spécialiser les impôts dans la logique de notre nouvelle carte territoriale, à la région les contributions économiques, aux intercommunalités les contributions foncières et d'habitation, qui correspondent donc au service à l'habitant et à la proximité, et pour les départements qui subsistent, qui auraient comme attribution dans le cadre du mouvement de dévitalisation dont on a parlé, essentiellement la solidarité. Comme il s'agit de solidarité, il y a un paradoxe évident à vouloir faire financer la solidarité par les pauvres eux-mêmes, puisque c'est à ça que ça revient. Faire financer par la fiscalité les dépenses de solidarité des départements, dans les départements pauvres, c'est faire financer la solidarité des pauvres par les pauvres. Et donc nous pensons que cette solidarité, elle devrait être financée par des subventions et que les subventions de l'État devraient se regrouper. Deuxième point, sur le département. Deuxième point, révision en profondeur du système électoral local. Le fléchage dont on a parlé n'est pas suffisant, et d'ailleurs la loi prévoit qu'il y aura une autre loi, mais c'est une déclaration d'intention, et les lois qui n'ont pas donné lieu à des lois sont assez nombreuses en France pour qu'on se méfie. Et donc nous pensons qu'il est absolument indispensable d'élire au suffrage universel direct les intercommunalités, et qu'en fait il y a un fléchage inverse, en sens inverse, c'est-à-dire qu'il y a une liste dans l'intercommunalité et par ailleurs, ou des listes qui s'affrontent, et à l'intérieur de ces listes, il y a des personnes qui siégeront dans les conseils municipaux devenus sorte de conseils d'arrondissement dont je parlais tout à l'heure. Deuxième point, nous proposons de faire toutes les élections locales en même temps, ce qui suppose que les mandats soient de même durée, et on va dire 5 ans, pour permettre, pour les faire à mi-parcours présidentiel, si je puis dire, à mi-mandat, de manière à ce qu'on n'ait pas cette succession d'élections tous les ans qui bloque l'action gouvernementale et qui est finalement un facteur de paralysie. Nous proposons aussi, dans ces règles électorales, de mettre un terme au cumul des mandats dans le temps. On a beaucoup parlé du cumul vertical, si je puis dire, c'est-à-dire parlementaires et élus locaux. On ne parle pas de la durée des mandats. Jusqu'aux dernières élections départementales, il y avait des présidents de conseils généraux qui étaient déjà élus
comme président de conseil général quand j'ai commencé mon travail au cabinet de Gaston Defferre en 1980. Ils n'étaient pas nombreux, pas beaucoup moins que les femmes aujourd'hui élues présidentes, mais ils étaient quand même. Et donc c'est absolument inacceptable, je pense, en termes de démocratisation. C'est la porte ouverte à tout ce qu'on peut imaginer ou tout ce qui peut se produire. Et donc je pense que là, la limitation du mandat est un élément essentiel. Et enfin, dernier point, la limitation du nombre des mandats, en tout cas des fonctions exécutives dans le temps, est un élément essentiel. Enfin, dernier point, un statut des élus renforcé, parce qu'il faut lutter contre le populisme ambiant. Il faut dire qu'être élu, c'est absolument avoir des élus et des élus de qualité, c'est absolument indispensable. Il faut donc leur donner des moyens, il faut leur assurer des garanties, car il n'y a pas de raison que ce soit uniquement un sacrifice. Et on peut prendre un certain nombre de mesures qui certes auront un coût, mais comme nous avons profondément diminué le nombre des collectivités et des instances, comme notamment nous avons supprimé d'un trait de plume, ce sera sans doute un peu plus difficile, les 13 000 syndicats intercommunaux qui versent des indemnités à leurs élus, qui ont des bureaux, des administrations, etc. Nous avons fait suffisamment d'économies pour pouvoir envisager une amélioration du statut des élus qui resteront au terme de cette rationalisation. Voilà ce que nous avons proposé. Alors, donc, ce qui figure dans le livre, pour ceux d'entre vous que ça intéresserait, il est en vente à la librairie près de la salle d'accueil et je ne peux que vous encourager à le lire. Vous pourrez y voir la carte plus clairement que ce que j'ai pu vous montrer dans le temps qui m'était imparti. Merci de votre attention. Merci Monsieur July. Y aurait-il quelques questions très rapidement, parce que nous avons 45 minutes de retard par rapport à notre programme et que je sens aussi que vous avez besoin, pour certains d'entre vous, de faire une petite escale technique, par exemple. Oui, Loretan, relais. Est-ce qu'on a un micro-baladeur, là Je peux parler assez fort. Oui, impeccable. J'ai juste une petite question à réception. J'ai vu que dans les compétences de la ville de Lyon, par exemple, il y avait des compétences pour les relations internationales. Et au niveau local, ça m'a un peu interpellé. Est-ce qu'il peut me dire quelle est la portée et quel est le contenu, en fait, de ces compétences en matière de relations internationales? Alors, d'abord, il n'y a plus de cette compétence. En fait, toutes les compétences autour de cette problématique ont été transférées d'abord à la communauté urbaine, puis aujourd'hui à la métropole. Donc c'est déjà un point. Relations internationales, c'est peut-être un terme un peu pompeux, hein. On y trouve trois choses essentiellement. La première, ce sont ce qu'on appelait autrefois les jumelages, c'est-à-dire les relations de ville à ville, qui peuvent d'ailleurs avoir des dimensions souvent techniques, pas inintéressantes. Vous parlez ici, par exemple, de la gastronomie. Il y a un réseau des villes qui ont, si j'ose dire, un savoir-faire, une compétence particulière, et ça peut être intéressant de nouer des relations, je dirais, quasi professionnelles, comme dans un réseau professionnel avec des villes, et c'est valable sur un certain nombre de sujets, par exemple sur la question des lumières, où Lyon est assez leader. Il y a une deuxième dimension de coopération décentralisée, de solidarité finalement entre le Nord et le Sud, l'accompagnement d'un certain nombre de territoires, de communes, en particulier en Afrique, sur des problématiques qui sont souvent techniques, là aussi, qui sont des compétences techniques historiques du Grand Lyon, sur l'eau, l'assainissement, par exemple, la question de la mobilité, la question aussi de tout ce qui est mobilité et déchets, traitement des déchets. C'est pas inintéressant parce que ça peut être aussi un vecteur de développement d'entreprises et d'entreprises locales que nous accompagnons dans ces territoires qui sont parfois en développement, je pense à l'Afrique. Et puis enfin, la dernière dimension qui est la plus importante, c'est notre capacité, je dirais, à attirer des investisseurs, à attirer des entreprises sur
sur notre territoire, notre agglomération, et qui nous amène, je dirais, à nouer des partenariats avec d'autres territoires dans le monde qui ont des domaines ou des champs, je dirais, dans le domaine urbain ou économique assez proches des nôtres. Je cite par exemple les relations qu'on a établies récemment avec Boston et ses universités, dans le domaine des sciences de la vie, dans le domaine également du numérique. On est en train de lancer avec Boston et le Massachusetts, par exemple, un grand concours international pour détecter et donner un environnement privilégié au développement de start-up, par exemple. Donc il y a des programmes comme ça de coopération qui se développent et qui, je dirais, sont aussi le reflet de la ville en réseau, enfin du monde en réseau tel qu'on le décrivait à l'échelle française, et qui sont des choses qui nous amènent à travailler très régulièrement, par exemple avec des villes en Europe, sur les questions de mobilité. On développe aujourd'hui un outil sur votre smartphone qui vous permet de vous déplacer dans la ville, avec un outil qui vous permet de modéliser l'évolution du trafic dans l'heure qui vient, par exemple. C'est un programme de recherche qu'on a développé avec des entreprises et avec d'autres villes européennes. Bien, je vous propose un petit moment de pause avant d'entamer la deuxième table ronde sur les partenariats publics-privés. En tout cas, je remercie les conférenciers de leurs interventions riches et intéressantes.